et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 1h, vous avez carte blanche pour composer le programme de cette émission. Couple, vie de famille, sexualité, relations amicales et bien d'autres sujets peuvent être évoqués. Des liaisons mal à propos. Ça commence bien dans la mesure où ils sont au cœur de vos préoccupations et où ils peuvent donner lieu à des échanges entre vous. Pour nous appeler, un seul numéro, le 39 21, où vous serez accueillis ce soir par Clémence et Asiba, avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et pour nous faire part de toutes vos réflexions, internet, europe1.fr et les SMS au 7 21 21. Code nuit 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Leïla. Bonsoir, moi c'est Nina, Caroline. C'est Nina. Ah, oui. Pardon, je suis désolée. Bonsoir Nina. Mais c'est un joli prénom que vous avez prénommé juste avant. Oui, également. Je vous présente mes meilleurs vœux, Caroline. Mais très belle année à vous également. Une bonne santé, de la joie, du bonheur et de la prospérité. Merci. Et pour tous les auditeurs qui vous écoutent ce soir. Merci. Vous de même. Merci, Caroline. Ça fait des années que je vous écoute. Et je trouve que vous avez une façon de rebondir, comment dirais-je Comment? Vous voyez, je rebondis pas là. Je rebondis pas toujours. Allez, on va enchaîner avec vous alors. Quand même. On va enchaîner avec vous. Alors, vous m'appelez parce que avec votre ami, vous n'avez pas tout à fait la même vision du couple. Oui. Et ça vous pose forcément quelques difficultés. Vous êtes ensemble depuis juin-juillet, mais ça fait 3 ans qu'on se connaît. D'accord. Mais vous êtes dans une relation amoureuse seulement depuis juin-juillet. Voilà, parce qu'avant cela, monsieur préfère d'abord connaître ce qui est tout à son honneur, la personne avec qui il va être, avec une fille en l'occurrence, et il a préféré attendre, et sachant que je suis bipolaire, ça a suscité beaucoup de son côté de questionnement. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui s'est renseigné aussi sur ma pathologie, mais c'est vrai que nous n'avons pas du tout la même relation, Comment ça, renseigner sur votre pathologie? Oui, sur la bipolarité. Oui. Il a acheté des bouquins d'infirmiers et puis il a lu et il s'est renseigné. Il me dit qu'effectivement, je suis une femme à rêver et que c'est dommage que j'ai ce trouble de l'humeur. Qu'il a dit aussi à le papa d'un copain que j'étais parfaite. Mais maintenant, j'ai des questionnements parce qu'il n'a pas du tout la même vision du couple que moi. Je lui ai dit dernièrement, nous sommes en couple, nous sommes ensemble. Il m'a dit, mais c'est quoi être en couple? Je lui ai dit, être en couple, si je peux me permettre, Caroline, j'expose. On va pas faire un exposé sur être en couple, mais vous pouvez nous parler de la façon dont vous concevez le couple. Voilà, tout à fait. Donc, ce que je lui ai dit, moi, je conçois le couple, c'est avoir une relation exclusive sexuellement avec une autre personne. Et monsieur me dit, mais pour moi, être en couple, c'est vivre sous le même toit. Alors, je me dis, ne te tracasse pas, surtout avec mes angoisses dues à mes troubles de l'humeur. J'essaie de raisonner et je me dis, il a peut-être cette vision-là, lui, et que c'est pas pour autant qu'il n'a pas de sentiment pour toi. Mais ça met un fossé, je me pose des questions, vous comprenez? Vous avez peur, vous n'avez jamais vécu avec... Non. Non. J'ai attendu 35 ans avant de le connaître, mais 37 ans. Et c'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup parce que lorsque je l'ai connu, comme il me dit, j'étais pratiquement à la rue. Mes amis d'avant ma pathologie m'ont complètement, ça les a dépassés, je pense. Donc ils ne m'ont plus du tout donné signe de vie. Et je côtoyais, oui, des gens de la rue et quand il m'a connue, il m'a dit, t'étais presque à la rue et il m'a beaucoup soutenue. C'est quelqu'un qui m'est
Mais pourquoi vous étiez presque à la rue à ce moment-là? Du Vous n'étiez fait, pas suivi, pas non, soigné pour votre bipolarité? j'avais un suivi médicament, Mmh. mais qui n'était pas adapté. Mmh. Et je n'avais pas de suivi thérapeutique proprement parlé à l'époque. Mmh. Et c'est quelqu'un qui m'a redonné un peu de baume au cœur, un peu l'envie de vivre, de séduire, de plaire, de retrouver le goût à la vie. C'est pas encore ça aujourd'hui, j'avoue. Mais hier, j'ai fait les soldes. Ce qui peut paraître absurde et complètement normal pour tout le monde, mais je ne faisais plus les magasins, je n'avais plus d'attrait à. Et c'est quelqu'un qui me donne envie de me faire belle, de faire des efforts, enfin d'être amoureuse, quoi. Mmh. Il vous Et apporte une certaine stabilité. complètement un Mmh. équilibre et vraiment, Mmh. quand j'ai pas envie de manger, bon, parce que quand on est seul, on n'a pas trop forcément envie de manger. Et avec mon trouble de l'humeur, souvent, on n'a pas envie de se faire à manger. Il m'a réappris à cuisiner, enfin. Il est infirmier, lui? Alors lui, son papa était, comment Mmh. dirais-je, il travaillait pour des handicapés. Non, Il mais était, il je ne sais pas si on peut dire éducateur. oui, Et il a travaillé avec son père dans une maison pour handicapés. oui. Et sinon, il est serveur. Mais il a beaucoup de psychologie. Il est D'accord, patient. Il s'arrête. j'avais cru qu'il était Mm. infirmier. Et donc, finalement, bon, il vous apporte beaucoup de choses très, très constructives apparemment. Oui. Et vous parlez des troubles de l'humeur, mais vos troubles de l'humeur, si vous prenez votre traitement en continu, vous êtes suivi actuellement par un psychiatre? Alors, je suis suivie par mon psychiatre, mais qui n'est pas psychothérapeute. Oui, Bon, mais oui. il vous prescrit du lithium en ce moment. Alors, en fait, il me prescrit, je vais pas dire le nom du Non, médicament, mais du mais lithium, je donne pas c'est le nom du médicament, c'est un médicament, mais je sais pas s'il y a du lithium. C'est en fait plus pour, comment dirais-je, comment on appelle ça, les épileptiques. Oui, d'accord. Parce qu'on prescrit beaucoup ce genre de médicaments pour les bipolaires. Et puis, apparemment, mon médecin me dit que ce traitement me convient. C'est vrai, parce Vous qu'avant, faites moins de crises. je fais moins de crises, mais j'ai tendance à être, comment dirais-je, très angoissée, perturbée, la moindre contrariété dans mon couple. Parce que c'est vraiment mon couple qui, comment dirais-je, ça fait 3 ans que j'ai envie d'être avec cet homme. Ça fait maintenant depuis juin qu'on est ensemble. Hum. Et comment dirais-je, ça, ça donne le ton de mes humeurs. Pour moi, c'est quelque chose de très important, mon couple et l'homme que j'aime. Hum. Et la moindre petite chose, surtout, je suis très jalouse, très possessive et méfiante envers les autres femmes parce que j'ai été trahie dans le passé, donc il le sait. Mais c'est quelque chose qui m'a à un moment donné vraiment bouffée. Donc ce que je fais maintenant, je lui dis, quand tu as du monde, je préfère que tu vois tes amis et qu'on se voit ultérieurement, parce que j'ai tendance à me faire beaucoup d'imaginaire, beaucoup la catastrophe en fait. C'est le pire qui va arriver. J'ai toujours peur, là il recommence à retravailler parce il est intermittent dans la restauration. Et bon, il y a une fille qui se met tout le temps à sa table, du coup tout de suite ça va ternir ma joie Mais d'être alors, avec lui. finalement, lui aimerait vivre avec vous, c'est vous qui avez peur. Non, en fait, moi j'ai envie de vivre seule, lui pareillement. Maintenant, on n'est pas loin l'un de l'autre. C'est un avantage d'être chacun chez soi pour pouvoir justement, C'est quand pas ce il que a vous besoin. disiez au départ. Vous disiez que lui, un couple, c'était vivre Oui, ensemble. en fait, je me suis peut-être mal exprimée. C'est-à-dire que quand on a eu une conversation dernièrement, je lui ai dit, mais on est ensemble, on est en couple. Et il m'a dit, mais c'est quoi être en couple? Et je lui ai dit, être en couple, c'est avoir une relation sexuelle exclusive avec une autre personne. Et il me
taquine, il me dit ah bon, c'est comme ça, on est comme ça, nous. C'est on la est pas- fidélité pour vous, oui. Voilà, la fidélité. Je pense pas qu'il soit un homme infidèle, mais comment dirais-je Mais alors, et lui, qu'est-ce qu'il souhaite? Parce que vous m'avez dit au départ que ce qui posait problème, c'est que vous n'aviez pas la même vision du couple. Donc, quelle est sa vision du couple à lui? Non, sa vision, lui, c'est parce qu'il a eu des heures, comment dirais-je, des douleurs dans le passé vis-à-vis de ses relations. Oui, vous m'avez dit. Et du coup, lui, c'est vivre chacun chez soi. Et moi, c'est ma vision, comme je lui ai dit, Bah ma alors, tout vision va du bien? couple. Oui, mais c'est pas ça. C'est que en fait, ce qui me gêne, c'est quand je lui dis, on est ensemble, on est en couple. Dernièrement, il n'y a pas si longtemps, il m'a dit, mais c'est quoi être en couple? Et du coup, je l'ai pris comme une attaque. Je me suis dit, bon, ça veut dire que pour lui, nous ne sommes pas ensemble. Mais je commence à comprendre qu'en fait, il n'a pas la même notion. Parce que quand il m'a dit que quand on est en couple, c'est vivre sous le même toit. Et moi, je lui dis, vivre en couple, c'est être ensemble. Oui. C'est pas forcément vivre sous le même toit. Mhm. Et là, je dois faire preuve, comment dirais-je, de sagesse en me disant, regarde, il t'apporte beaucoup de choses. Maintenant, vous êtes d'accord pour pas vivre sous le même toit. Oui. Maintenant, quand il te dit, voilà, vivre en couple, c'est sous le même toit, et que toi, pour toi, vivre en couple, c'est être ensemble. Ne t'arrête pas sur les mots. Il est quand même là, il est présent dans les actes. Oui. C'est mon questionnement, vous voyez, c'est d'être rassurée, Caroline, ce soir, pour me dire, bon, ben, voilà. Oui, vous avez raison vous avez besoin avant tout d'être rassuré, et l'important c'est pas de vous arrêter sur les mots. L'important c'est la façon dont il est avec vous, dont il agit avec vous. Et il est très bienveillant avec vous, cet homme. Il a des conséquences très positives sur vous. Il vous apaise et il vous rassure, hormis quand vous commencez à partir dans votre scénario infernal, là. Mais ça, c'est vos angoisses. Vous angoissez toute seule sur la fidélité, sur tout ça. Mais dans les faits, on peut se sentir en couple avec une personne, même si on ne vit pas sous le même toit. Et il y a beaucoup de personnes, vous savez, Nina, qui vivent sous le même toit et qui, en fait, ne sont pas fidèles au sens où vous l'entendez vous, tout en vivant sous le même toit. Donc tout ça est très relatif. Merci beaucoup, Caroline. Et lorsqu'il me dit, voilà, qu'est-ce que c'est être en couple? Non, on n'est pas en couple, puisqu'il m'a fait comprendre que être en couple, pour lui, c'était vivre sous le même toit. Donc, je conçois sa vision des choses. C'est là où je dois me mettre à sa place, me dire, voilà, vous n'avez pas les mêmes mots pour interpréter les faits. Vous comprenez ce que je veux dire, Caroline? Mais c'est-à-dire qu'il faut pas... là, vous partez dans quelque chose qui, finalement, vous angoisse. Hein, quand vous commencez à vouloir, on dirait familièrement, couper les cheveux en quatre. Mais je vois bien que chez vous, c'est bien au-delà de ça. C'est-à-dire que vous êtes rattrapé par une angoisse et vous avez besoin... il faudrait que vous vous sentiez en phase avec cet homme et qu'il vous dise vraiment... vous avez besoin qu'il vous rassure. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas ensemble, à vivre dans le même lieu, il est avec vous. Voilà. Bon, mais il est avec vous, Nina. Mais je crois que je et vous comptez pour lui. Et je crois, Caroline, que je ne pourrais pas lui faire dire ce que vous dites là. Mais peu importe, peut-être que l'important c'est que vous le ressentiez, que vous le sachiez. Oui. Il est à vos côtés et il est très très bienveillant et aimant vis-à-vis de vous. Depuis ces quelques mois que vous le fréquentez et ces années. Même avant. Et même avant, vous voyez, finalement, malgré ces troubles de l'humeur que vous avez, il s'est renseigné là-dessus. Il est avec vous en connaissance de cause. Il est venu me voir durant mes hospitalisations. Il vous témoigne de l'intérêt. Voilà, bon, il aurait pu partir, ça aurait pu lui faire peur, et finalement non. Il essaie de s'adapter. Mais je comprends que pour lui, par moments, ça soit difficile et qu'il ne rentre pas dans votre logique qui n'est pas la sienne, forcément, parce que ça serait des discussions à n'en plus finir avec vous, Nina. Et je comprends, il a raison, certainement, d'une certaine façon, de ne pas vouloir rentrer dans ces discussions-là
avec vous, Oui. parce que au fond, je ne sais pas si vous seriez plus rassuré, parce que ça vous mènerait peut-être encore de plus en plus loin, c'est-à-dire que vous rentrez dans quelque chose qui est un peu anxiogène pour vous. Oui, tout à fait. Je pense qu'il vaudrait mieux que vous ayez à côté du psychiatre que vous consultez un espace de thérapie où vous Oui, pourriez j'en ai parler. un. Je vais dans un hôpital de jour. D'accord. Et puis j'ai une psychologue que malheureusement j'ai rompu la psychothérapie avec elle parce que au mois d'août elle est partie et on avait ouvert beaucoup de choses et ça m'avait fait comment dirais-je des écorches à vif et j'ai eu du mal à reprendre et j'ai du mal à me lever le matin avec mon traitement. Oui. Et aussi, j'ai du mal à me lever en me disant il faut que tu te lèves, il faut que tu fasses ces choses, retrouver goût à la vie. Et du coup, je projette tout sur ma relation et j'oublie cet espace thérapeutique. Et c'est important pourtant parce que pour vous, il est important de ne pas investir seulement dans votre relation amoureuse, mais que vous ayez aussi cet espace thérapeutique qui vous fera vous sentir mieux et qui vous fera investir aussi d'autres espaces. Des espaces amicaux, peut-être des espaces où vous allez pouvoir faire des choses par vous-même, voyez, et moins être dépendante de cette relation amoureuse. Et je suis complètement Et donc d'accord moins avec vous. vulnérable. Parce qu'en fait, le problème, c'est que vraiment du mal le matin à me lever. Ben oui, Par forcément. exemple, ce matin, avant-hier, j'ai réussi à me lever à 7 heures du matin, ce qui est rare. Ouais. Mais lorsque ça m'arrive, je suis vraiment contente parce que je fais les choses, je profite des moments, j'ai l'impression de maîtriser. Oui, mais dans Et les puis- troubles dépressifs, c'est normal d'avoir les matinées sont difficiles. Il y a une amélioration de l'humeur en fin de journée. Vous devez vous sentir mieux en fin de journée. Et oui. Et je sais pas comment faire. Et puis le Caroline. traitement que vous prenez aussi est quand même un peu lourd Mais je crois et que vous fait dormir. c'est vraiment l'état dépressif. Je sais pas vraiment comment faire pour parce que Il faut justement, avec travailler dessus aussi. ma psychothérapeute, je lui ai dit voilà, je ne vais pas dire son prénom, je lui ai dit je préfère pas prendre de rendez-vous, qu'on prenne de rendez-vous ensemble pour le moment parce que j'ai peur de ne pas honorer les rendez-vous et du coup je culpabilise et j'ai peur de vous faire. Qu'elle vous propose des rendez-vous un peu plus tard. Oui, c'est ce qu'elle peut-être possible, faisait. hein. C'est ce qu'elle faisait, mais j'ai vraiment du mal à me dire il faut que tu reprennes ta vie en main. Je ne vois plus Ah la oui, mais ça vie, c'est jolie. important. Si elle vous propose, si elle s'adapte à vous, dans la mesure où elle vous propose des rendez-vous à ce moment-là dans l'après-midi ou en fin d'après-midi, c'est important, Nina, hein, parce que vous pouvez pas, vous prenez des risques en investissant que la relation amoureuse, vous la fragilisez cette relation amoureuse. C'est-à-dire que vous faites reposer uniquement sur les épaules de votre compagnon votre équilibre. Et ça Oui. c'est problématique. Vous ne C'est pouvez vrai. pas lui faire porter ce rôle-là. Il ne peut pas devenir votre soignant. C'est votre amoureux, c'est votre amant. S'il endosse le rôle de soignant, votre relation, elle va dans le mur. Hein, je vous le dis direct. Donc c'est quand même ça, c'est ce qui devrait vous motiver pour dire bon, j'ai la chance d'avoir auprès de moi un homme. D'avoir tout le monde n'a pas cette chance de vivre une belle histoire d'amour, donc de dire pour lui donner une chance, c'est moi, c'est-à-dire vous, il faut vous prendre en charge. Mais vous savez, pour Caroline, vraiment donner une chance, hein. Des Voilà. fois, vraiment, je me dis, Caroline, comme par exemple par rapport à cette petite chose qu'on n'a pas la même vision du couple, j'imagine des scénarios catastrophes. Je me dis, voilà, bon, Oui, mais tu vas arrêter ta relation avec non. lui. Et je remets vraiment, je me dis que tu as de la chance d'être avec lui, puis je me dis en même temps, tu lui conviens pas, il va falloir que tu ailles voir ailleurs, et je sais que dans mon cas, ce serait pas évident de trouver un homme qui comprendrait vraiment ma personne et de le comprendre lui. Parce que Oui, je mais l'aime. ne partez pas dans vos scénarios infernaux. Plutôt, je vous le dis, faites en sorte d'aller vraiment de vous prendre en charge, d'aller consulter et de donner le maximum de chance à cette histoire, Nina. En me disant que ce sera ça qui fera Exactement. Et déjà que vous irez mieux. que j'irai mieux. Oui, tout à fait. Et on Oui. sent à quel point vous avez besoin de parler. Oh, oui. Donc, investissez cet espace. D'accord. Bon Et puis, courage à vous, en tout et cas. puis me dire, Caroline, quand j'ai du mal à me lever, je pense à Caroline, tout ce qu'elle t'a dit.
et tu te boostes, mais c'est vraiment dur le matin. Et prenez rendez-vous, oui, mais prenez les rendez-vous en fin d'après-midi et vous verrez, ça sera plus simple. Bon courage, Nina. Je vous remercie, Caroline, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Clémence. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bah écoutez, je reviens vers vous après un long voyage. Oui, vous je en vois souvenez ça. Eh bien, écoutez, j'ai votre petite fiche sous les yeux. Donc, quand on m'a dit c'est Clémence qui a effectué le tour de la Bretagne avec une roulotte, comment ne pas me souvenir de vous quand même, hein? Alors, comment c'était ce tour de Bretagne en roulotte pendant 130 jours? Comment? Pendant 130 jours, donc. 130 jours, et nous sommes partis à l'heure et nous sommes revenus à l'heure. Donc, il faut savoir que ça me fait vraiment plaisir et ça me touche de revenir vers vous, puisque vous étiez un petit peu au démarrage. Oui, si vous vous souvenez, oui. Je vous en avais parlé en Et Europe 1 d'ailleurs, je crois, parce que vous étiez intervenu dans une autre émission à ce moment-là. Oui, auprès de Faustine. Exactement, avec Faustine, c'est bien ce qui me semblait. Oui. Quand je vous avais eu au téléphone, on était vraiment dans le démarrage du grand voyage. On n'avait aucun partenaire, 0 €. Enfin bref, on était avec une belle ambition, mais pas d'euros derrière. Un beau projet, mais voilà, pas de sous. Mais le fond était tellement solide. Le fond du projet, les objectifs que nous visions. Donc finalement, c'est une fois que nous sommes partis. Alors on a eu la chance que médiatiquement, ça ait fait quand même un buzz en Bretagne, et que le projet qui était, enfin pour ceux qui rappelez-le, oui, en 2 mots. Donc l'idée, c'était de faire le tour de la Bretagne en 130 jours à bord d'une roulotte, donc à la vitesse de 4 km/h, afin de favoriser l'envie de lire et d'écrire et de donner à tous le goût de l'écriture et de la lecture. Avec des chevaux, donc roulotte, qui dit roulotte, dit un cheval. Et c'était le même ? Alors, écoutez, nous étions partis pour alterner tous les 10 jours. Oui. Et finalement, le cheval a tenu 3 semaines. Après, il a tenu 1 mois. Oui. Et jusqu'à se dire que finalement, c'était lui qui avait tout à nous démontrer. Parce que, moi, je vis, je mange et je dormais dans la roulotte pendant les 130 jours. Et le seul compagnon que je pouvais avoir qui marchait avec moi et qui comprenait peut-être toute cette aventure-là, c'était le cheval. Oui. Si on alternait, l'expérience n'aurait pas été la même. Et donc, il a réussi à tenir 1 mois, 2 mois. À 2 mois, on était en direct sur un plateau télé. On allait jusqu'à la prison des femmes de Rennes. Et après 3 mois, et au final, il a duré les 4 mois en faisant à peu près 10 à 15 km par jour à 4 km/h. Et il a fait plus de 800 km. Il a frappé les 800 km de ces 4 fers. Et il nous a montré surtout quelque chose d'essentiel à notre société qui va si vite. C'est que finalement, si on étudie juste un peu plus la capacité de nos capacités au travail, nos capacités réelles, en allant au rythme d'un homme et à sa vitesse, on parvient à aller jusqu'au bout d'une mission. Et à vouloir aller trop vite, parce que c'est ce qu'on a essayé de faire au départ, le cheval ne tenait pas. Donc, en vraiment réfléchissant et en observant à quel rythme il pouvait avancer et tenir la route, il l'a fait pendant les 130 jours. Donc ça a été... alors le but c'était quand même de récolter des lettres. Je récoltais des lettres tout au long du voyage. J'ai été costumée en permanence, donc j'ai traversé 16 siècles d'histoire en étant costumée. Alors récolter des lettres, c'est-à-dire des lettres que vous remettez des personnes comme ça que vous rencontriez en chemin, des lettres. Si c'était des lettres de tout type, toutes sortes de lettres, des lettres d'amour, des lettres de... Quelles sortes de lettres? Alors, la thématique, c'était « Raconte-moi ta ville ». Raconte-moi comment c'est chez toi. Nous récoltions de la littérature, donc les gens pouvaient avoir une plume qui allait vouloir exprimer quelque chose à travers cette thématique qui était « Raconte-moi ta ville ». Sous la forme d'une lettre, d'un dessin ou de la créativité. Donc on pouvait créer des enveloppes, créer des objets sur la thématique. Et là, on va remettre le concours est terminé et dans le 13 février, on va remettre les lots. Mais par contre, l'idée, c'était que la roulotte avance, récolte des lettres dans une malle et qu'elle va lire quelques kilomètres plus loin
au public. Il faut savoir qu'il y a eu 1200 personnes impliquées dans le projet pour que ça fonctionne. Et l'idée, c'était vraiment de se dire, on a tout à portée de main et redécouvrons une région qui était là, en l'occurrence la Bretagne, à travers les mots et les regards des habitants. D'accord. Et D'accord. après, Alors, ils devaient parler de leur ville dans ces lettres. Voilà, exactement. Et c'était lu après, c'est ça? Il y a eu au final, moi, à l'arrivée. Effectivement, pendant tout le voyage, et je faisais des lectures de ces lettres lors de grands rassemblements ou de petits comités. J'allais dans les maisons de retraite, dans les écoles, je suis allée à la prison des femmes de Rennes. Donc, il y avait tout un itinéraire de conçu qui permettait d'aller lire ces lettres, mais aussi de les offrir tous les 150 kilomètres aux bibliothèques partenaires. Et notre deuxième volonté à travers ce voyage, c'était aussi de raconter une région à travers sa culture et son patrimoine. Donc, en traversant 16 siècles d'histoire, j'allais aborder chaque fois un siècle différent et chercher un peu comme une chasse au trésor tout ce qu'il y avait comme, si je prends par exemple le Moyen-Âge, j'étais dans le Finistère et j'abordais l'époque du Moyen-Âge, donc j'étais costumée comme l'époque du Moyen-Âge, je vivais et mangeais comme à l'époque. Et par contre, j'allais chercher s'il restait des vestiges et des livres et de la mémoire qui dataient du Moyen-Âge. Et ça nous a permis d'aller, par exemple, rencontrer des moines, donc à l'abbaye de Landévennec, d'aller dans un château qui datait du Moyen-Âge. Et puis, quand je changeais de département, je changeais d'époque. Donc, je me costumais différemment. J'avais toute une bibliothèque à l'intérieur, des costumes différents. Et c'était aussi une volonté de se dire, bon, effectivement, le progrès nous a permis d'aller aujourd'hui très très vite et d'exploser au niveau de la vitesse. Mais rappelons que le cheval a été le compagnon de toute cette aventure et du progrès. Mais ça a été extrêmement lent avant qu'il y ait une explosion. Donc l'idée était vraiment de rappeler le phénomène de la communication, que le cheval a été partenaire de cette aventure, mais qu'aujourd'hui on peut peut-être prendre encore le temps sous des formes différentes pour aller à la rencontre de l'autre, pour lui raconter ce qu'il y a juste à portée de main, puisque on a aussi traversé la crise avec cette roulotte, puisque ça a été bien compliqué. Qu'est-ce que vous allez faire, pardonnez-moi de vous interrompre, de ces écrits? Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est que le 13 février, il va y avoir les membres du jury, Irène Frein et notre marraine. Mais Irène Frein est votre marraine, d'accord. Oui, voilà, exactement. Et les membres du jury se réunissent maintenant que les premières sélections ont été faites. Donc toutes les lettres vont être mises en ligne sur notre blog et elles vont donner lieu à une exposition en 2010, en 2011 également. Donc ce sont des lettres qui vont être conservées par notre association maintenant, qui vont être mises en ligne, donc scannées, mises en ligne, et qui feront l'objet d'expositions. Et ce que je vous avais dit un peu en rigolant qu'on allait venir jusqu'à vous, mais nous prenons nous sommes en marche maintenant pour aller vers Paris en 2011. Mais vous êtes où là actuellement? Non, parce que moi je pensais que vous étiez revenu déjà. Alors, parce que par ce froid là, vous êtes où, Clémence? Vous êtes pas là dans un coin quand même sous la neige avec vous encore pouvez vous réfugier dans la roulotte, mais il doit pas faire très chaud. Mais votre pauvre cheval. Non, là je suis à cheval justement entre la Bretagne et Paris. D'accord, toujours. Ouais. Oui. Et en même temps, cette année, on a un grand projet, je ne sais pas si j'avais évoqué avec vous. Non. Nous allons faire le tour de l'île Maurice en roulotte. Mais là, c'est pas 130 jours parce que l'île est petite, donc en 30 jours. Donc la roulotte... Ah, sympa ça, oui. Oui, la roulotte est construite sur place, les chevaux Il y a beaucoup à dire parce que l'île Maurice, c'est passionnant aussi l'histoire de l'île Maurice, il y a tout ce métissage où il y a des gens qui sont venus vraiment de partout là. Sachez que je suis moitié mauricienne aussi, c'est un peu ce qui a motivé, d'accord, parce que c'est très riche. Ouais. Et là, notre association, qui au moment où je vous parlais en 2008, elle avait 2 mois. Ouais. Et là, on travaille avec le gouvernement mauricien pour mettre en place tout ce gros événement, en sachant qu'il va y avoir une grande célébration qui est le bicentenaire de la bataille de Grand Port. Donc cette bataille napoléonienne qui a été remportée par la France et là, ils vont fêter le bicentenaire et notre roulotte va participer aux célébrations en faisant en sorte, justement, grâce aux moyens modernes que sont Internet, on va raconter toute l'histoire de l'île en 30 jours et en mettant la culture mauricienne en exergue.
D'accord. Donc au Pas du Cheval, donc ça c'est 2010 et 2011. Donc là, à l'instant où je vous parle, je suis en Bretagne et dans 10 jours je reviens à Paris. D'accord. Et en 2011, on fait Douarnenez-Paris en étant dans l'époque du 19e siècle. Vous changez Donc, de cheval là quand même, le pauvre. Ou il est de l'aventure de nouveau. Il part avec vous à l'île Maurice. Alors, Il a bien mérité des vacances quand même lui aussi. Après s'être tapé tous ces kilomètres là, il a bien le droit d'aller buller un peu sur une plage à l'île Maurice quand même. Alors vous savez j'ai tout tenté, mais on ne peut pas le faire venir. Oui, c'est ce qu'on dit. Il n'y a pas d'avion cargo. Oui, Clémence. Bah écoutez, alors c'est ça, vous allez partir et lui qui a fait quand même beaucoup pour ce tour, les gens s'arrêtaient, j'imagine, pour faire une caresse au cheval. Alors lui, il va rester dans un pré comme ça, se les geler pendant que vous allez buller au soleil. C'est pas juste ça. On va quand même lui réserver une arrivée triomphale à Paris. Ah, j'espère bien quand même. Bon, alors le retour, c'est quand ? Paris, vous voulez dire en roulotte, oui. De avril, et on va arriver vers fin juin, début juillet à Paris. Qu'on vous fasse une arrivée triomphale quand même. Oui, on prévoit quand même de grandes festivités. Bon. Et on sera encore dans l'époque du 19e siècle. Là, on va vraiment explorer le 19e siècle et Jules Verne et les débuts de l'aviation. Et quelle est votre formation à vous alors ? Vous êtes historienne ? Vous êtes non, alors moi comédienne ? Un peu de ça, dans le théâtre, dans l'écriture aussi, je suis écrivain. Et à côté, ma formation initiale, c'est que je suis coordinatrice. En fait, j'ai été coordinatrice de département affaires dans tout ce qui est d'organisation d'événements culturels. D'accord. Donc j'ai eu un magistère de tourisme d'affaires qui permettait de réfléchir à des actions et à des événements qui puissent rassembler, mais en même temps fédérer, puis de être, enfin en tout cas moi je me suis un petit peu retirée du monde moderne à un moment donné puisque je m'y retrouvais pas. Je me retrouvais pas derrière un ordinateur, derrière ce genre de conception, mais et après je me suis simplement dit qu'il fallait trouver mon propre chemin et créer par moi-même peut-être une association qui porte les valeurs dans lesquelles j'étais très engagée. Et là maintenant ça avance sur ce point-là, mais c'est vrai que vous avez raison, c'est-à-dire il y a de l'écriture, il y a beaucoup de théâtre dans cet univers-là, mais je crois que surtout c'est même plus moi, c'est le cheval qui parvient quand même à véhiculer des valeurs extrêmement fortes et dont on a tellement besoin aujourd'hui. Oui, comme dit le subversif, ce voyage dans la mémoire en roulotte a un petit goût d'air du temps écolo, pas déplaisant. C'est vrai que c'est bien dans l'air du temps aussi. Complètement, mais le subversif a raison, et je tiens quand même à annoncer qu'on vend des brouettes de crottin à 10 €. Alors c'est ça qui finance votre voyage, parce que j'allais y venir, vous n'aviez pas un sou lorsque vous avez démarré, c'est pas les brouettes de crottin à 10 € pour les géraniums qui financent tout, comment? Et non, surtout j'en ai vendu qu'une brouette. Ah ben oui, mais ça, à Paris, ça pour les bobos, vous en vendriez plein, mais vous imaginez pas quand même en Bretagne, vous allez vendre vos brouettes de crottin, Clémence, franchement, vous vous arrivez. Bah oui, mais c'est normal, je rigole avec vos brouettes de crottin, Clémence. Attendez, ils vous voient venir. Mais alors, qui est derrière ce financement? Ma belle surprise et ce que je souhaitais de plus profond de mon cœur, c'était que la région Bretagne soit avec nous. Oui. Et il faut savoir que nous sommes partis, la roulotte, elle est partie le 11 avril. Donc je suis présidente de l'association Le Sabot et la Plume. Et j'ai dit, il faut partir parce qu'on avait pratiquement rien le 11 avril, sinon quelques mairies partenaires. Mais on avait peine après... La région Bretagne devenait partenaire de notre voyage, elle nous accompagnait complètement dans notre démarche et j'avais besoin que la région soit avec nous, non pour simplement dans le côté argent, mais pour qu'on marche ensemble dans cette aventure. Ensuite, le Conseil général du Finistère, ça a été, alors à mon grand étonnement, on n'a pas eu de privé, alors j'avais réussi à récolter des fonds privés la première fois. Pour le Tour de Bretagne, on n'a eu que des fonds publics et ça a été pratiquement ma grande surprise, en sachant que l'association s'est démenée aussi pour faire des ventes de livrets. On a eu de beaux dons, des dons qui ont vraiment permis d'avancer. C'est génial. En tout cas, vous faites une excellente attachée de presse aussi, quand vous parlez de l'aventure. Il y a Sony qui dit très belle aventure, bravo et bonne chance pour 2011 à l'île Maurice. Non, 2011 Paris. Rendez-vous à Paris. À Paris, d'accord. Il y a Sergio qui dit que c'est beau
bon d'entendre Clémence. Bravo, chapeau à elle et à Monsieur le Cheval. Autant d'internet et autres Facebook, je ne sais pas ce qu'il entend par là, cette fraîcheur enchante. Et puis il y a Jack qui dit « J'ai senti votre présence sans avoir la chance de vous rencontrer. Bienvenue chez moi quand vous voulez. Jack, il faut vous réveiller. Clémence, c'est chez vous. Elle est en Bretagne. » Voilà, vous pouvez encore la voir. Caroline, est-ce que vous me permettez de donner peut-être l'adresse du blog pour bien tous sûr, ceux qui ont allez-y. envie de dire un petit mot. Allez-y, bien sûr, allez-y, Clémence. www.lesabotsetlaPlume.blogspot.com. Alors, si on Oula, on n'a pas compris la point non, blog. en fait, il suffit d'aller sur un moteur de recherche Ouais. et on fait le tour de Bretagne en roulotte ou le sabot et la plume. Donc, Tour de Bretagne en roulotte, on va directement, on a eu une grosse médiatisation, donc on voit tout de suite notre blog. Donc, Tour de Bretagne ou le sabot et la plume. Et là, ceux qui ont entendu, qui ont envie de venir à la rencontre de la roulotte, ils pourront... le sabot et la plume, hein. Ouais. Oui, parce qu'on avait eu beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, on avait eu beaucoup de mails et tout qui voulaient vous voir et qui sont allés consulter votre site. J'ai eu un bouquet de fleurs, j'ai eu... Ah, ben oui, mais ça... Non, j'ai rencontré des personnes qui ont vraiment eu envie aussi de participer le sabot à et la plume ou le Tour de Bretagne en roulotte. Voilà, eh bien, écoutez, bonne chance à vous et on vous fera une arrivée triomphale quand vous serez de retour à Paris, ma chère Clémence. Je vous informerai en tout cas. Et vous aviez prévu les carottes et les souris. Non, les souris, vous aviez prévu les souris pour le cheval, mais vous avez peut-être changé maintenant. Ah non, les souris, des carottes. Après tout ce qu'il a fait, vraiment des carottes. Vraiment, non, mais il s'inclinera. a surpris Kidam, il a vraiment surpris tout le monde. Hein. Il est merveilleux. Je faisais mon avec lui, sachez. C'est quoi comme cheval? C'est un cheval de trait breton, mais il faut savoir que c'est pas le mien. Hein. Ce n'était pas le mien. Ça va être dur de s'en séparer. Je m'en suis séparée le 18 août parce qu'il est reparti, mais c'est vrai qu'il y a une descente qui est... de toute façon, quand on part pour 4 mois d'une aventure comme celle-là, j'étais toujours à 2 heures de la maison familiale, mais 130 jours et à 2 heures, mais on ne quitte pas, la roulotte ne se quittait pas. Et le cheval, il a montré des capacités quand même assez impressionnantes, mais voilà, j'espère que ce sera lui qu'on vous fera découvrir à Paris, mais quoi qu'il en soit... Mes amitiés en tout cas au cheval et deux petits messages encore pour conclure. Petite Plume qui dit bravo à vous pour cet éloge de la lenteur, trop rare à notre époque. Et puis Karl qui dit l'île Maurice c'est génial, j'ai passé 4 semaines en mai-juin, alors il dit 2010 mais non ça devait être 2009, l'île aux Cerfs et la petite église du Cap Malheureux, super. Voilà. Et puis Sergio voulait dire par Facebook, c'est comme ça qu'il nomme Facebook. Oui, J'avais pas compris, d'accord. Bon allez, plein de bonnes choses Clémence et à bientôt moi aussi. À bientôt, au revoir. Caroline, au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Alain Chamfort à la droite de Dior. Des petits messages encore par courriel pour Clémence. Nelly qui dit félicitations Clémence et vive les Bretons. Bonne chance à vous et bon anniversaire à vous Nelly avec un peu de retard. Nelly qui a fêté ses 64 printemps hier mais j'ai pris connaissance de votre mail qu'aujourd'hui. Et puis Bulle qui dit oh quelle charmante jeune fille et beau cheval, belle aventure, bon courage. On accueille tout de suite Alison. Bonsoir Alison. Bonsoir. Bonsoir. Alors voilà, moi je vous appelle parce que j'ai un problème. Il dure depuis assez longtemps maintenant. Oui. Donc voilà, j'ai eu 18 ans en 2006 et c'était tombé un mardi. Et le samedi soir, je suis sortie et je suis tombée sur quelqu'un en fait et donc on s'est revus, etc. Au début, ça se passait très bien et tout. Et puis un jour, une de mes tantes était sur MSN et elle me dit écoute, le frère de mère m'a appelé sur MSN et m'a dit que ça servait à rien que tu t'accroches parce qu'il était marié. Alors moi je suis un peu tombée des nues et je l'ai appelé et tout et il m'a nié en boucle. Et ensuite je lui ai dit écoute, ça sert à rien que tu montes puisque maintenant je le sais, c'est tout, voilà. Et donc après il a avoué et tout et on s'est séparés un petit peu. Mais il m'avait dit, mais tu sais, ça a été un mariage arrangé avec ma cousine pour qu'elle puisse venir en France, pour qu'elle ait ses papiers, etc.
Mais vous l'avez connu, quel autre type de relation aviez-vous avec lui? Parce que là, vous me parlez d'MSN, mais vous l'aviez rencontré quand même. Ah oui, non, je l'avais rencontré. En fait, j'étais sortie. Oui. On s'était échangé nos numéros, on s'était revus. Je l'avais présenté à mes parents, etc. Ah, oui, d'accord. Et en fait, un jour, ma tante était sur MSN et croyant qu'elle lui parlait, en fait, elle parlait à son frère. D'accord, c'est là où j'avais pas bien compris, oui. En fait, elle parlait à son frère. Et son frère a dit à ma tante, il lui a dit non, c'est pas Omer, c'est le frère d'Omer. Mais dis à ta nièce que ça sert à rien qu'elle s'accroche. D'accord. Il est marié. Il était plus âgé que vous? Non, pas du tout. Il a quoi, 5 ans de différence. D'accord. Donc voilà. Donc on s'est séparés un peu et j'étais vraiment très très triste. Mais vraiment, j'étais super mal, quoi. Et en fait, ensuite je l'ai dit à ma mère et tout. Ma mère elle me dit écoute, non, tu peux pas rester avec quelqu'un qui est marié et tout. T'as 18 ans, tu vas à l'école et tout. T'accroches pas à ça, quoi. Fais rien du tout. Ah oui. Et voyons que j'étais tellement mal. Enfin, j'étais vraiment mal, quoi. Elle me dit bah écoute, c'est ce que tu veux. En croyant que ça allait me passer, quoi. Et puis après, ça a évolué et tout. Et toujours, il y avait ça, en fait. Ça a été toujours le gros souci de la relation. Il y a toujours eu ça et ça et ça. Et je lui dis, écoute, il va vraiment falloir que, faut que tu penses à divorcer et tout. Il fait, oui, mais tu sais, ça met 5 ans à avoir un visa de 10 ans, etc. Voilà. Moi, je lui dis, écoute, maintenant... je veux dire, c'est passé. Enfin, je veux dire, c'est pas 5 ans, c'est 4 ans. Donc là, ça y est, les 4 ans sont arrivés, ils sont résolus, tu peux divorcer. Et en fait, il attend tout le temps l'approbation de son père, mais son père ne voudra jamais qu'il divorce d'avec elle. C'est peu probable. Donc, je lui ai lancé un ultimatum. Je lui ai dit, écoute, ça sert à rien qu'on reste ensemble si tu divorces pas. Donc, c'est soit tu choisis, soit tu divorces, tu prends un avocat, tu divorces. Soit on se quitte et tu restes dans le même état, quoi. Donc ça fait 4 ans déjà que vous êtes avec cet homme. Ouais. Et ça fait un an. C'est déjà beaucoup, hein. Ça fait 1 an, oui, pardon. Ça fait 1 an qu'on vit ensemble. Et sa femme, elle est où? En fait, sa femme, c'est des gens compliqués. En fait, sa femme, elle vit avec ses parents chez eux et lui, il a un appartement avec moi. Alors, sa femme vit avec ses parents chez eux, c'est-à-dire dans l'appartement qu'ils avaient pris pour eux. La femme vit chez ses parents, en fait. Ah, elle vit chez ses parents, d'accord. Voilà. Et lui vit avec vous depuis 1 an. Voilà. Bon. Finalement, il est avec vous. Oui, mais il divorce pas quand même. Avec moi, mais il est quand même marié. Il a un lien avec elle. Ils sont liés par le mariage. Je veux dire, si un jour je vais avoir c'est un mariage religieux ou il y a eu un mariage aussi? Il y a eu un mariage qui est passé devant la mairie, puisque sinon elle n'aurait pas pu venir en France, puisqu'elle venait de Turquie. D'accord. Donc c'est pas un mariage religieux, c'est un mariage. Et le père ce jeune homme est turc également. Oui, voilà. Et ses parents, son père vit en Turquie? Non, ses parents vivent en France. Et donc lui attend toujours l'approbation de son père? Oui, voilà, parce qu'en fait, il a peur en fait que ses parents lui parlent plus jamais. Enfin, je sais pas, ça doit être ça en fait dans sa tête. Pourquoi il n'y a pas le droit au divorce? Ils sont très croyants. C'est pas en fait qu'ils sont très croyants, mais en fait cette jeune femme, c'est la nièce de sa mère. Et c'est pour des conflits en fait familiaux que son père ne veut pas qu'il divorce avec elle. Oui, mais dans les faits, ça doit se savoir qu'ils ne vivent pas ensemble. Les parents de la jeune femme, ils vivent en Turquie. Donc. Vous me dites qu'elle vit avec ses parents. Oui, elle vit en Turquie. Pas avec ses parents à elle, les parents d'Omer. Ah, alors, donc les parents sont complètement, sont d'autant plus au courant que c'est un mariage, c'est un simulacre de mariage. Oui. Enfin, c'est un simulacre d'union. Oui, moi j'avais compris que cette jeune femme vivait avec ses parents à elle. Non, Oui, non, mais excusez-moi, c'est compliqué, hein, la situation. Donc, elle vit chez les parents de votre fiancé, là. Voilà.
Bon, bah alors oui, c'est complètement hypocrite cette situation. Donc ils sont d'autant plus au courant que leur fils ne vit pas avec sa femme. Bah oui. C'est un mariage qui n'en est pas un. Non, ça, c'est vraiment un mariage qui n'en est pas un. Oh là là. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent de cette union? Bah en fait, ils pensent qu'un jour ou l'autre, on va se séparer et puis qu'il repartira avec elle. Vous croyez vraiment? C'est vous qui pensez ça ou c'est ce qu'il vous dit, votre ami? Ben, c'est moi qui pense ça. Oui, non, je crois pas qu'ils pensent ça. Ils ont bien compris que c'était pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils attendent au fond, mais j'y crois pas, non. Parce que si le père était aussi autoritaire et despotique, bon, certainement, je suis d'accord, qu'il a été contraint, votre ami, de se marier avec cette cousine qui avait des arrangements, la faire venir de Turquie ici, d'accord, et qu'il est dans l'attente de papiers de régularisation. Mais pour cette jeune femme. Mais je crois pas qu'ils espèrent une issue heureuse pour cette union, pour ce jeune couple. Parce qu'ils doivent bien se rendre compte que c'est loupé, enfin parce que sinon le père pourrait, vu l'autorité qu'il a sur son fils, son fils a quand même été contraint au mariage, il pourrait exiger de lui qu'il vive sous le même toit, c'est-à-dire refuser qu'il vive avec vous. Bah oui, c'est sûr. Bah oui, mais il pourrait lui imposer, puisque ce jeune homme, quand même, craint son père, le respecte, en tout cas, au point de que ce dernier lui impose ses choix. Donc il a une autorité, son père a une autorité sur lui. Et en même temps, pour autant, il vit avec vous. Donc vous voyez, ce père, malgré tout, perd quelque part un peu de son autorité, là. Mais l'honneur, pas que l'honneur, il y a quelque chose de papier, voilà, pour cette jeune femme, et qu'elle puisse s'installer en France. Je pense que c'est plus ça. Dans le fond, enfin, pour moi-même, je veux dire, je sais pas, moi, si je disais à mes parents, je suis super malheureux, ça va pas et tout, ils me laisseraient, enfin, je veux dire. Oui, mais Alison, c'est pas la même culture, c'est pas la même, on n'est pas dans la même, là, on n'est pas du tout dans, c'est pas le bien-être, des enfants et leur épanouissement qui prime, là. Hein. Là, on est dans une autre logique, hein. Où on est encore dans un paters familias où on voit bien, hein, on décide, on se marie entre cousins, il y a des histoires, cette jeune femme, il fallait qu'elle vienne en France pour des histoires de papier, c'est pas du tout la même logique que la logique de votre famille, là, ou qu'une logique occidentale. Alors, bon, bien qu'en Turquie, la Turquie on peut pas prendre ce qui se passe dans cette famille et la généraliser à ce qui se passe à la Turquie, hein, qui est un pays laïque. Mais bon, là, on est dans cette famille où il y a des traditions quand même encore assez anciennes qui perdurent. Je suis assez d'accord avec Ninon qui envoie un message là au 7 21 21 code nuit qui dit une relation qui a commencé sur un tel mensonge, enfin sur une histoire aussi complexe n'est pas vraiment fiable. Elle dit même si le divorce, je sais pas s'il y a beaucoup à attendre. Moi je suis un peu d'accord, hein. Je trouve que vous avez 18 ans, ça fait 4 ans, je trouve que c'est beaucoup de galères, quoi. Enfin, je suis pas très optimiste. Je peux me tromper, hein, mais je trouve il est pas seul, votre ami. Il est certainement sincère vis-à-vis de vous et des sentiments qu'il éprouve pour vous, Alison. Hein. Mais il y a le poids de la famille derrière. Et ça, c'est très difficile de lutter contre. Oui, mais je veux dire, je sais pas, moi, si j'aimais quelqu'un à un point que je sais que c'est avec cette personne que je veux faire ma vie, ben, c'est pas avec ta famille que tu fais ta vie, c'est avec la personne. Oui, mais Alison, vous avez été élevée ici, en France. Vous n'êtes pas marquée par une religion particulière ou par des traditions particulières, j'imagine. Non. Eh oui. Mais ça change tout, Alison.
Vous êtes une jeune fille qui n'est pas façonnée par des traditions. Enfin, on a aussi nos traditions, mais on n'a pas ce poids de la religion, il y a le poids de la religion catholique en France, mais dont on sait plus ou moins des faits, même s'il y a on peut être catholique et il y a encore familles catholiques où ce poids peut être parfois assez lourd à porter, mais c'est pas de la même façon. Enfin, forcément, vous êtes dans des façons de concevoir le monde qui sont très différentes. Lui, sa famille, il n'existe pas seul en tant qu'individu. C'est ça qui est compliqué. Il est rattaché à sa famille. C'est compliqué pour lui c'est déjà compliqué quand même au-delà des traditions de décevoir, de trahir, mais lui, il peut pas exister seul. Il y a tout un clan derrière lui. Ce que dit Sarah, je crois déjà que son refus de divorcer révèle surtout l'incapacité de ce jeune homme à prendre sa vie en main et à assumer ses choix de vie. C'est pas rassurant pour le futur. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas très sincèrement amoureux de vous. Vous voyez, ça ne remet pas en cause l'amour qu'il a pour vous. Ouais. Mais je crois que le poids de la famille l'écrase, l'oppresse. Et donc vous, dans cette histoire, c'est compliqué quand vous avez toute une famille derrière. Donc Alison, faites très attention. Ou alors, est-ce que vraiment il va divorcer si au moment où elle peut avoir son visa, enfin ses papiers, je sais pas, c'est pas le mot, ses papiers pour être officiellement, est-ce qu'il va divorcer sans l'approbation de son père? S'il attend l'approbation de son père, c'est fichu. Hein. J'y crois pas. Donc pensez à vous dans cette histoire parce que sinon vous allez y perdre des plumes. Bon courage Alison, mais attention, pensez à vous, hein, parce que c'est déjà 4 ans et je trouve ça énorme pour une jeune fille si jeune. Hein. Bon courage en tout cas. 39 21, 34 centimes la minute. Mon psychologue au téléphone, c'est moi qui le choisis sur le site jeconsulteumpsy.com. La ligne vous est ouverte au 39 21. Vous pouvez continuer à nous parler de vous en toute liberté. Et vous pouvez également à tout moment intervenir si un témoignage vous touche, si vous vous retrouvez dans une histoire. Vous pouvez également le faire par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 21 21, code nuit. Des réactions qui arrivent suite au témoignage d'Alison. Alison donc était cette jeune femme de 22 ans qui depuis 4 ans avait une relation avec un homme d'origine turque qui était marié de son côté avec sa cousine et qui nous disait Alison n'envisageait pas de divorcer tant qu'il n'avait pas l'approbation de son père, mais qui néanmoins depuis 1 an vivait avec Alison, et Alison se demandait un petit peu quelle serait l'issue de leur relation. Nelly dit la situation est difficile, avez-vous envie de continuer à galérer? La Rose des Sables dit vu le respect qu'il a envers sa famille, il risque de mener une double vie, mais il ne divorcera pas. Pirouette dit Alison, il faut fuir, cela ne peut rien vous apporter de bon.
Et puis, Kamal, lui, nous écrit, il dit peut-être que les parents veulent qu'il se marie avec une fille de son pays d'origine, qui a la même culture, mais je ne pense absolument pas qu'il s'agit de questions de papier pour la jeune mariée turque. C'est une explication raciste des choses, nous dit Kamal. Bon, il y avait aucun sentiment raciste de mon côté, hein, Kamal, je vous rassure tout de suite. Simplement, Alison elle-même a parlé de papier, de visa, enfin j'ai pas très bien compris, de papier, elle a parlé d'abord de 10 ans, après de 5 ans, donc j'ai repris simplement cet aspect-là des choses, voilà. Donc, et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme réaction? Non, les autres, je les avais lus. Voilà, une réaction du subversif qui a décidément une écoute très attentive et très fine, et je l'en félicite, puisqu'il me dit que celui qui n'a jamais bredouillé incompréhensiblement un titre de Michael Bublé jette la première pierre. Oui, mais écoutez, j'ai fait l'effort de le prononcer, hein, mon cher subversif. Ah, vous ne nous ratez pas, hein, que ce soit moi ou Fifi, quand il y a un petit bug comme ça, parfois, très léger, qui arrive à l'antenne. Vous êtes là à croire que vous avez été, je ne sais pas, je vois mal animateur, technicien, radio dans une autre vie, mais qui sait, vous êtes tellement surprenant que peut-être, on ne sait jamais avec vous. Allez, on va accueillir tout de suite Daniel. Bonsoir Daniel. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, moi j'ai souhaité vous appeler ce soir parce que bon, je rencontre depuis dimanche un très très gros problème. Hein. Mon fils est schizophrène, il vit à 2 pas de chez nous et Oui. dimanche en allant le visiter, j'ai vu qu'il avait une énorme brûlure au bras. Hein. Il vit dans un appartement. J'ai constaté une grande déchéance. Il a quel âge? Il a 36 ans, il vient d'avoir 36 ans là. Bon, il a des soins, il a des consultations au CHS auxquelles souvent il ne se rend pas. Oui. Il ne prend pas son traitement et puis, si vous voulez, moi, quand j'ai vu cette énorme brûlure au bras, j'ai voulu l'entraîner vers un soin au CHU. Oui. Il a refusé. J'ai été obligée de contacter les pompiers et la gendarmerie parce que il y a toujours peur de réactions violentes de sa part. Hein. Oui. Et donc, les pompiers, effectivement, ont constaté le grand dénuement, la grande saleté, et la brûlure, surtout, moi, ce qui m'a fait mal au cœur, si vous voulez, c'est qu'il prétendait qu'il ne souffrait pas. Et le CHU a constaté quand même une brûlure de 3e degré avec, peut-être obligation de greffe. Moi, je me suis quand même retournée cet après-midi vers le CHS dans lequel il est suivi. Oui. J'ai expliqué un peu la façon dont je ressentais, je vivais les choses et j'ai quand même demandé à ce que mon fils soit hospitalisé. Et alors là, j'ai eu la responsable de service qui m'a dit « Mais ma pauvre, si on hospitalisait pour une brûlure, etc. » Enfin, je lui ai quand même fait remarquer que là, on avait atteint vraiment le creux de la vague, puisqu'il y a des fortes alcoolisations en plus. Hein. Et qu'il ne prend plus son traitement, surtout. Non, il ne prend plus son traitement. Comment le savez-vous? Parce que vous voyez laisser aller total, oui, vous voyez que ça s'accentue dans c'est-à-dire que quand il prend son traitement, il arrive à tenir un peu plus son appartement, c'est moins délabré, c'est moins... Oui, des fois je donne un petit coup de main, mais là c'était il a 2 chats, c'est une odeur en plus. Quand je me suis retrouvée avec lui au CHU, au service des brûlés, il était vraiment clochardisé, quoi. Oui. Et moi, ce qui me gêne, ce qui m'horrifie, si vous voulez, c'est l'accueil que j'ai reçu de la part de la chef de service en me disant s'il fallait hospitaliser tout ce genre de malades, on n'en sortirait plus, quoi.
Et bon, moi je ne peux pas laisser, si vous voulez, je me sens seule par rapport à cette obligation de soins qu'il a quand même. Et si vous voulez, ce non-accompagnement, cette non-prise en compte de la part de ce CHS, quoi. Est-ce que il a un psychiatre qui lui prescrit le traitement? Oui, il a un psychiatre. Est-ce que c'est peut-être lui, ce psychiatre, qu'il faudrait contacter? Le problème, c'est que c'est maintenant dans les CHS, c'est, comment dirais-je, très très difficile de joindre le psychiatre attaché parce que bon, il y a les consultations privées, etc. Bon, mon fils a une reconnaissance handicapée. C'est extrêmement pénible d'aller en cabinet privé, quoi, hein, parce que bon, il n'en a pas les moyens. Oui, mais vous pouvez l'appeler. Il a des horaires. Alors à l'hôpital, ça doit être compliqué, un peu plus compliqué. Mais à ce moment-là, peut-être l'appeler à son cabinet privé et dire je ne parviens pas à vous joindre à l'hôpital. Dites-moi à quel moment je peux vous appeler sans trop vous déranger. Le problème, c'est que j'ai déjà tenté cette démarche et que bon, il me renvoie sur l'hôpital. Son secrétariat ou... Non, lui-même. Hein. Oui. C'est-à-dire que bon, il me fait comprendre que sa clientèle privée, c'est une chose, que l'hôpital, c'en est une autre. Oui, et oui. Oui, parce que sinon, c'est vrai qu'il serait un peu débordé aussi dans ses consultations. Ça peut se concevoir. C'est vrai, oui, ça se conçoit. Bon... Comme la réaction malheureusement de la chef de service qui peut paraître comme ça froide et cynique dans un premier abord, mais qui malheureusement est liée aussi à la situation de l'hôpital et particulièrement de l'hôpital psychiatrique qui est dans un état, c'est terrible, hein. C'est vrai que le constat est terrible. C'est terrible parce que on ferme des lits. On ferme des lits, donc ils sont obligés de réduire le temps d'hospitalisation, y compris pour des patients qui nécessiterait vraiment une prise en charge sérieuse et une hospitalisation parfois de longue durée. Ils sont obligés de réduire le temps de séjour et donc de faire sortir des patients en les orientant vers des structures de jour ou... Ah mais ça n'existe plus, c'est de moins en moins parce que bon... Mais oui, mais parce que c'est de toute façon la psychiatrie a toujours été le parent pauvre. Déjà que l'hôpital va mal, vous imaginez l'état de la psychiatrie. Ah oui, non, mais donc après on se plaint et juste au titre on voit les faits divers et là tout le monde s'émeut et on peut comprendre. Mais malheureusement il y a des personnes qui sont qu'on met dehors comme ça et on sait très bien qu'elles ne prennent plus qu'elles ne vont pas prendre leur traitement, qui auraient besoin d'une hospitalisation, mais on supprime des lits. Oui, parce que si vous voulez, mon fils était traité à Nantes. Hein, maintenant on voit, moi j'ai vu des jeunes qui étaient hospitalisés avec mon fils. Il y a un quartier bien connu dans Nantes où tous ces jeunes se retrouvent à la rue. Dans des cas d'extrême grande violence et c'est vrai que moi j'ai une tendance à dire qu'il faudrait qu'on prenne le problème bien avant la résultante de ces faits-là, si vous voulez, parce que moi je vois quand mon fils est en crise, il est capable d'actes extrêmement graves. Hein. De violence, Il faut d'ailleurs préciser à ce sujet quand même que les schizophrènes, on parle de la violence parce qu'il y a eu des faits divers malheureusement tragiques, peuvent s'en prendre à autrui quand ils sont en crise, mais dans la grande majorité des cas, ils s'en prennent surtout à
eux-mêmes. Oui, C'est à eux-mêmes qu'ils s'en prennent avant tout, et il y a des risques de passage à l'acte et de suicide. Et vous avez raison de dire, Daniel, que dans la rue, il y a beaucoup de personnes parmi les sans domicile fixe qui auraient besoin de soins psychiatriques. On voit, ils parlent tout seuls, ils déambulent, ils errent, ou certains sont dans des états délirants. Hein. Tout à fait. Comme dans les prisons d'ailleurs. Hein. Oui. Donc il y aurait beaucoup à faire. Moi, je sais que mon fils, effectivement, sa pathologie a été diagnostiquée parce qu'il s'est tiré une balle en plein poumon, si vous voulez. Oui. Et là, si vous voulez, je pense qu'il est dans les critères pour passer à l'acte à nouveau, quoi. Oui. Et moi, je ne sais plus quoi faire. D'autant plus, si vous voulez, que mon fils est quand même placé sous tutelle. Oui. D'une association tutélaire qui, ne vient jamais le voir, quoi. Et donc... oui, ça va pas. Hein. Ah non, ça va pas. Puisque... Vous avez relancé l'association ? Oui, moi je l'ai relancé. J'ai demandé au juge des tutelles de bien décharger cette association qui n'est jamais présente en fin de compte. Il est resté entre la mesure, si vous voulez, qui a été décidée par le juge. Il est resté 6 mois sans argent, sans rien. Heureusement que nous étions là. On a l'impression que on prend des mesures, et ces grandes associations tutélaires, enfin l'UDAF pour ne pas la citer, prend l'argent et c'est une grande boîte à pognon, mais l'accompagnement n'existe pas. Hein. Parce que nous, on avait sollicité justement une association tutélaire parce que les parents sont jamais les meilleurs conseillers. Hein. Donc, mais dites-moi, c'est au service, c'est dans quel service ? C'est en psychiatrie qu'on a refusé de l'hospitaliser ou en Oui, c'est le... Mais alors pour son bras, pour sa brûlure, a-t-il été soigné ? Pour ces brûlures-là, il est suivi maintenant régulièrement à son domicile depuis aujourd'hui pour des changements de pincement. Et simplement, il va certainement falloir y avoir une greffe lundi prochain, quoi. Oui, donc là, il va bien falloir qu'il soit hospitalisé, mais dans un service... dans un service, certainement, des brûlés à Nantes. Je pense que, là, il n'y a pas de souci. Mais après, si vous voulez, on est dans le... Mais là, ils vont travailler avec le service de psychiatrie, parce que... moi, je leur ai demandé... Forcément, hein. Moi, si vous voulez, la psychiatre, enfin chef de service que j'ai eu cet après-midi, elle m'a dit, mais chère madame, si votre fils est brûlé, allez voir votre médecin traitant. Je lui ai dit, écoutez, mais c'est ridicule. Elle n'a pas mesuré... Non, mais je lui ai dit, écoutez, je ne vous ai pas attendu, et non seulement je ne me serais pas dirigée vers un médecin traitant, mais j'ai été directement au service brûlé de Nantes. Et c'est vraiment... Mais alors, j'écoutais... elle a été... Oui, c'est vraiment pénible d'avoir été accueillie. Elle a cru que vous dramatisiez inutilement la situation. Mais le problème... Ça vaudrait le coup de lui envoyer quand même après le dossier ou faire transmettre, vous voyez, que c'est allé jusqu'à la greffe. Lui joignant une petite lettre en disant « Chère madame, je ne vous ai pas dérangé pour une broutille ». Oui, puis bon... Pour que la prochaine fois, elle soit quand même plus attentive. Parce que ça peut on commet tous des erreurs, et c'est compliqué parce c'est gérer à la fois des patients et parfois difficiles et les familles qui sont très angoissées. Je vous dis, on commet tous des erreurs, mais ça peut, c'est important parfois de recevoir comme ça des retours parce que ça peut aussi nous aider à être la fois suivante, peut-être même si on est débordé, fatigué, être plus vigilant. Attirer son attention sur le fait que vous n'étiez pas venu la voir et il s'était pas brûlé comme on se brûle en faisant la cuisine avec une petite Parce que moi je pense que là c'est au cours d'une crise. Il devait être fortement alcoolisé parce que il avait quand même plein de marques au visage, etc. Et donc il a dû effectivement. Et donc si vous voulez, en plus mon fils maintenant a conscience que l'alcoolisation il en a assez. Donc je lui ai demandé où ça en était pour la prise en charge de mon fils.
elle me répond, écoutez, on lui a donné un numéro de téléphone. Alors je lui dis, mais attendez, moi je suis désolée. C'est pas du tout Si adapté. il y a un excellent centre de cure, post-cure à Nantes, que je connais bien. J'ai dit, écoutez, si je téléphone en disant il veut rentrer, on va me renvoyer vers une hospitalisation vers vous, puisque le bœuf à bas, c'est de rentrer en hôpital psy pour avoir une première désintoxication, un premier sevrage, et après on le dirige vers 3 mois. Mais franchement, on est pris pour des cons, quoi. Excusez-moi. Oui, c'est très désagréable, j'imagine, oui, ce que vous avez ressenti, parce que c'est pas la réponse aurait été appropriée vis-à-vis d'une personne pour un sevrage de l'alcool. C'est vrai que si la personne n'est pas motivée, on ne peut rien faire. Mais là, vous lui aviez bien précisé que votre fils était schizophrène. Oui. Donc une personne schizophrène, si elle est en crise, elle va pas appeler le numéro mais c'est pas possible. Non, mais alors, si vous voulez, mon problème, c'est ce soir, vers qui vais-je me tourner pour parce que je vois que mon fils, il est au creux, il a besoin de soins, d'une hospitalisation, et quand j'entends ça de la part de la chef du secteur, si vous voulez, moi j'ai envie de saisir le préfet en lui disant, écoutez, regardez ce qui se passe sur votre département, les parents, on essaye de aller. Pas mais pourquoi pas? Pourquoi pas faire un courrier, oui. Parce que quand on a ce genre de... c'est vrai qu'il y en a de plus en plus avec les consommations d'alcool et de drogue, mais on a l'impression, si vous voulez, que on va les mettre dans la rue. C'est vrai qu'à Nantes, au quartier du Bouffet, tous les soirs à minuit, vous avez des réunions qui sont extrêmement... qui rendent ce quartier dangereux. Il y a déjà eu des meurtres. Enfin c'est pas possible, quoi. Oui, non, mais il y aurait beaucoup à dire parce que c'est sûr que ça a un coût. Mais bien sûr ça a un coût, mais le coût aussi que ça peut avoir en termes de risque, parfois de comme vous dites de délinquance, de coûts de vie perdue, et sans dramatiser, parce que il y a en termes on parle beaucoup de la violence et de ces personnes parfois arrivent dans des telles situations de violence. La schizophrénie, c'est quand même une des formes les plus graves de psychose, et c'est ce que vivent ces personnes est effroyable au niveau angoisse. Donc ça nécessite vraiment une prise en charge. Donc c'est important qu'elle soit bien prise en charge. Mais je vous dis, malheureusement, au niveau de la psychiatrie, actuellement, c'est catastrophique. Ah oui, mais je sais, puisqu'au départ, si vous voulez, quand mon fils bénéficiait de soins, il avait des hospitalisations. Il avait après des hospitalisations à la journée. Et après, si vous voulez, avec les infirmiers, il y avait une association qui les emmenait faire des travaux, etc., de paysagistes, etc. Il était heureux à cette époque-là. Malheureusement, on a renvoyé les infirmiers dans les services par manque de personnel, et puis je pense qu'on en arrive au système anglais, c'est-à-dire la psychiatrie, c'est peanuts, on préfère les mettre en prison, à la limite c'est mieux, puis qu'ils soient dans la rue, c'est aussi pas mal, quoi. Mais c'est vrai que oui, enfin, quand on parle à notre niveau d'insécurité, renvoyer toutes ces personnes qui sont dans des situations, psychiques épouvantables dans la rue, ça rend pas les rues très sûres. Ah oui, mais c'est sûr. Alors il y a Jean-Luc d'ailleurs qui dit la situation de Daniel rappelle les années 70 en Californie quand Ronald Reagan a fermé les institutions psychiatriques. Je suis allée là-bas un mois en septembre. Les rues de San Francisco voient un nombre important de malades mentaux SDF cherchant $1 pour vous montrer le chemin, même des personnes âgées. Oui. Alors, il y a Petite Plume qui dit pourquoi pas consulter un autre psychiatre en ville, les consultations sont remboursées. C'est vrai qu'après tout, il y a quand même une prise en charge au niveau... Oui, c'est sûr, mais moi je voyais sur Nantes, là, tous les psychiatres sont en dépassement d'honoraires, puisqu'il faut savoir
ça on ne le dit pas assez, c'est que quand vous bénéficiez de la hache, quand vous, il est pris Tous vraiment, parce qu'il y en a qui respectent quand même. Écoutez, c'est quoi, combien ils demandent la consultation? Je crois que c'est 46, ça va jusqu'à 53 €. Ouais, c'est ça. Sans compter que, ça on ne le sait pas, mais les handicapés ont perdu le bénéfice de la SMU depuis. Ça c'est un sacré problème. Et puis les 2 € qu'on inflige, moi j'étais étonnée de voir qu'à mon fils, si vous voulez, lorsqu'il va chez un médecin traitant normal, on lui pique les 2 € comme tout est un chacun. C'est-à-dire que vous gagnez 10 000 € par mois, on vous pique 2 €, ce qui est bon. Quand on pique 2 € sur une consultation généraliste et même chez psychiatrique, je trouve ça devient délirant et complètement anormal au niveau de la solidarité envers les malades, quoi. Je crois qu'il y a beaucoup à faire par rapport à la prise en charge, mais je ne pense pas que ce soit d'actualité. Non, parce que c'est toujours pareil. Effectivement, c'est comme la situation des détenus dans les prisons, la situation des personnes souvent souffrant de troubles psychiatriques ne passe pas dans les priorités. Et pourtant tout cela c'est important, ce sont des citoyens dont il faut tenir compte, une société civilisée doit prendre en compte aussi, doit les prendre en compte, et puis ça a des répercussions sur l'état de notre société. Enfin, il y a des choses à faire, parce que parmi les SDF, il y a beaucoup de personnes qui auraient besoin de soins aussi. Il y a d'ailleurs Coco qui dit: je suis dégoûtée que la France ne mette pas plus d'argent dans la branche psychiatrique pour gérer les pathologies graves. Il y aurait beaucoup de. Alors c'est vrai que l'argent, on dirait, il y en a pas beaucoup. Alors il y en a plus, mais alors on le met ailleurs. Mais c'est-à-dire qu'on le met, c'est pareil. C'est comme la situation dans les violences. La violence des jeunes, tout ne pourra pas se résoudre avec de la répression. C'est-à-dire qu'il en faut, mais il y a jamais la répression doit toujours s'accompagner de prévention et d'un accompagnement social, psychologique. Si on n'est que dans les répressions, ça rassure. Ça rassure, ça a un effet indéniable, surtout en période électorale. C'est indéniable, mettre de la police, ça rassure. Mais ça ne soigne jamais. On s'attaque toujours aux conséquences, jamais aux causes. Donc, ça continue. De toute façon, je crois que le débat tout sécuritaire qu'on voit à l'heure actuelle, maintenant, je pense que les Français sont rendus à un tel état, si vous voulez, de dégoût, qu'à la limite, ils s'en foutent. Ils préféreraient qu'on... Je crois pas. Je crois que malheureusement, ça a toujours de l'effet. Parce que ça rassure. Mais il faut toujours des deux, et il faut jamais oublier que, et surtout avec des jeunes notamment, il y a toujours de la prévention, de l'accompagnement à faire. Cela dit, ça ne répond pas à votre question. Non. De toute façon, quand il va être hospitalisé pour sa greffe, forcément, les soignants, pour mieux travailler, pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions, vont faire appel, c'est généralement comme cela que ça se passe, à l'équipe du service psychiatrie. Donc votre fils là va rebénéficier d'un traitement, et à ce moment-là, il serait bien de reprendre contact, de voir, dire qu'il bénéficie d'un suivi. Quitte à ce que s'il y a des places, parce que ça va être une question de place aussi, mais sortant du service brûlé, il puisse à ce moment-là peut-être prolonger, suivant son état, suivant comment il réagit au traitement, prolonger en service psychiatrie, voir avec le psychiatre, là, en profiter quand vous allez le voir en service grand brûlé, pour aller le voir et dire: écoutez, là, voilà l'état de son appartement, voilà ce qui s'est passé, cette brûlure, elle est survenue là, il serait alcoolisé, il aurait besoin de nouveau d'une hospitalisation, qu'on le reprenne en main. Ça c'est certain, puisque de toute façon, même s'il bénéficie de cette greffe, il devra vivre dans un milieu quand même relativement propre. Exactement. Donc déjà, il peut pas. C'est important pour la suite, comme vous le dites.
Oui, enfin bon, C'est compliqué. c'est très compliqué, Ouais, c'est d'être compliqué. parent d'enfants comme Oui. ça. Et c'est vrai que on est ballotté, renvoyé. Moi, je comptais énormément sur l'UDAF, si vous voulez, pour prendre en charge que nous, on ne peut pas prendre, ou qu'on n'est pas forcément les mieux placés. Mais bon, là, c'est pas possible. Hein. C'est une fin de non-recevoir. Là, à l'hôpital, ils ont essayé de joindre son tuteur. Pas de réponse, toujours occupé. C'est pas le jour. Il y a des permanences. Enfin bon, il n'y a pas, si vous voulez, la notion d'urgence, de prêt de la personne, enfin du majeur protégé, quoi. Et ça, moi, je trouve ça. Oui, c'est par à moment, je comprends. Il y a de quoi être un peu non, découragé. mais moi, franchement, j'aurais qu'une envie, c'est de monter à l'Assemblée nationale et de leur faire voir la déchéance dans laquelle ils laissent les jeunes malades, etc. Bon, enfin bon, ils ont d'autres préoccupations. Faites un courrier, peut-être faites des courriers. Ah oui, non, mais je pense que je vais faire un comment. Ou allez voir peut-être votre député aussi, allez voir. Oui, ça vaut peut-être le coup. Pourquoi pas? Oui, bon, je viens, mais je sais ce qu'il me dira. Je sais ce qu'il me dira. Tout va bien. Non, il vous dira pas ça. Parce qu'il non, ils savent bien que tout ne va pas bien. Oui, moi, lui, c'est son style. Hein. Ah, bon, malheureusement, ouais. C'est son style, il est le doigt sur la couture devant M. Sarkozy. Donc, tout va bien. Bon, mais vous pouvez à ce moment-là faire un courrier ou faire un courrier comme le dit Anne au directeur et à la direction de l'hôpital aussi, peut-être. Oui, je pense que je vais multiplier les interventions là, parce qu'après tout, le préfet est garant de l'ordre. Bon, aussi. Je reçois un mail de Sandra qui dit: je suis de tout cœur avec cette maman. Je suis nantaise aussi et aussi usagère entre guillemets de la psychiatrie. Le problème de l'hôpital psychiatrique est dramatique. On revient à traiter la maladie mentale comme jadis la folie. Oui, tout à fait. Nos désaliénistes, tels Michel Foucault, sont bien loin. On enferme dans les prisons, on veut cacher les gens différents. Si cette maman a besoin, je peux lui conseiller un excellent psy qui est humain et pense avant tout aux malades. Si cette dame a besoin, vous pouvez lui laisser mon téléphone, nous dit Sandra. Donc on va vous mettre en relation... Voilà, elle est à Nantes aussi. Hein. Voilà. C'est parfait parce que c'est vrai que... Merci beaucoup en tout cas Daniel et bon courage à vous. Ne raccrochez pas, on va vous communiquer les coordonnées de Sandra et bon courage. J'avoue que tous les soirs, j'ai un moment paisible en vous écoutant. Je vous avais envoyé un petit mail d'ailleurs au début d'année pour vous dire que le soir c'était un moment de paix avec vous, retrouvé, parce que vous apportez le rire qui me manque. Ah mais écoutez, tant mieux que ça vous apporte un peu de réconfort. Oui, et que j'avoue que le 1er janvier, je l'ai passé avec vous parce que... Oui. Et je m'étais dit d'ailleurs que l'année prochaine, vous devriez faire une émission où tous les laissés pour compte devraient se retrouver le soir du 1er janvier. Vous voulez dire physiquement ? Non, pourquoi pas une émission ouverte en disant, écoutez, on est loin des solidarités, pourquoi Europe 1 pourrait pas fêter avec un petit peu tous les coins de France ces réveillons qui sont si douloureux. Mais c'est ce qu'on fait en ouvrant l'antenne, mais c'est là où je vous demandais physiquement, vous voulez dire ? Oui, physiquement. Ah oui, d'accord. Oui. Parce que moi j'ai entendu Sergio. Oui, Sergio. Oui. C'est vrai que ça, on a l'impression de se connaître depuis tout le temps. Ah, mais rien ne vous empêche de l'organiser, vous, peut-être. Oui, mais bon, pourquoi pas. On y songera. Merci en tout cas, Daniel. Ne raccrochez pas, hein. Ne raccrochez pas. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Allez, tenez-vous bien, le subversif de Right Now.
Bon, écoutez, si vous n'avez pas compris, comme dit Sergio, c'est le film Ghost. Voilà, un bien beau film et une bien belle histoire d'amour. Voilà, c'est tout. Vous êtes content? Pas de commentaires, surtout. Et on accueille... Ah non, je voulais juste dire avant des petits mails pour faire diversion de l'étranger, justement. Marie-Jeanne, qui est à Chicago et qui doit avoir un merveilleux accent, elle, anglais, américain. Marie-Jeanne, qui nous présente tous ses vœux pour cette nouvelle année ainsi qu'à tous les auditeurs. Elle est à Chicago chez sa fille depuis un mois et elle écoute Europe 1 tous les jours. Elle dit il est actuellement 17h03, alors ça a dû changer depuis, parce qu'entre le moment où j'ai reçu le mail, elle dit je cuisine français en réfléchissant aux propos de vos intervenants. Et elle dit vraiment quand je suis en France, vous me tenez compagnie tous les soirs, amitié à vous tous, dit Marie-Jeanne. Ils doivent apprécier la cuisine française de Marie-Jeanne quand elle débarque à Chicago. Et puis Andressa qui dit moi je viens du Brésil. Ah mais peut-être que je viens du Brésil, ça veut dire que maintenant Andressa, je sais pas si c'est d'ailleurs féminin ou masculin, Andressa est en France. Ah non, c'est une jeune femme, elle a 29 ans et elle est à l'écoute de l'émission. Et on accueille tout de suite Thierry. Bonsoir Thierry. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Là, je vais vous présenter également mes vœux ainsi qu'à toute l'équipe. Merci beaucoup Thierry. Et tous les auditeurs. Merci, tous mes vœux également de bonheur et de bonne santé. Je vous remercie Caroline. Donc j'appelle parce que j'ai pris en cours de route ce que parlait Daniel. Oui, qui Daniel, a parlé de choses et d'autres qui m'ont forcément interpellé dans la mesure où je vais rappeler un peu mon parcours peut-être. Oui, parce qu'on s'est déjà parlé, vous étiez déjà intervenu à l'antenne. Oui, il y a quelques mois, oui. Oui, donc voilà, moi j'ai un passé quand même psychiatrique quand même. J'ai rencontré des problèmes avec l'alcool. Oui. D'où les problèmes s'amènent, je suis allé en prison. Oui. Suite à ces problèmes justement de conduite en étant alcoolisé. Voilà, donc c'est pour mettre aussi en garde un peu tout le monde parce que ça peut arriver. Et ça c'est une chose qui est dramatique. Parce que ça met tout en l'air. Voilà, alors moi j'ai décidé de taper du pied puis me reconstruire. Donc c'est-à-dire que là je prévois d'ouvrir une petite entreprise au mois de mars. Oui, alors c'est ça où vous en êtes, ça c'est formidable parce que justement vous nous aviez appelé, vous galériez pas mal pour trouver un emploi parce que ça se passait bien, les employeurs ils disaient bon, pas de problème, on vous recrute et puis il y avait ce problème de casier judiciaire. Exactement. Donc alors du coup vous dites que vous allez créer, ça y est, vous faites toutes les démarches pour créer votre entreprise en mars. Ouais, tous mes stages sont faits, toutes les démarches sont faites, oui. De peinture, entreprise de peinture. Exactement, c'est ça, oui. Oui, je me souviens. Mais c'est formidable, ça. Justement, si je peux ouvrir qu'au mois de mars, c'est parce que mon permis, je peux seulement le repasser qu'au mois de mars. Et donc, comme ça fait 2 ans, je veux dire, même si on est sorti de prison, de toute façon, on est encore sous le coup de la justice. Mais ça, je veux dire, c'est valable pour tout le monde. Mais ça dure extrêmement longtemps, c'est très pesant. C'est une épée de Damoclès sur la tête. Enfin, au-dessus de la tête, pardon. Et mais, enfin, moi personnellement, par rapport à l'alcool, je bois plus du tout. Vous vous êtes sevré donc en prison ? Ah oui, totalement oui. Vous y avez été aidé ? Comment ça s'est fait là ? Vous aviez rencontré un psychologue en prison ? Alors je le voyais presque 2 fois par semaine pendant 14 mois. Donc j'ai eu la chance mais c'est parce que j'ai fait pour que ce soit comme ça. Bah oui. J'ai fait des demandes écrites, j'ai fait des rappels aux chefs de détention, aux chefs d'établissement, comme quoi moi je devais être suivi. J'ai trouvé un psychologue qui était super, je vous en avais parlé à l'époque, et ça a été fusionné, il m'a aidé toute ma détention, je l'ai rappelé après. Il m'a laissé son numéro de téléphone où il consulte en ville, on va dire. Et je l'ai rappelé, il a eu une nouvelles, il est très content que ça se passe comme ça, vous voyez. Mais qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme aléa pour reconstruire sa vie ?
moi-même qui croyais avoir mes enfants entre Noël et Nouvel An, j'ai attendu, j'avais fait un beau sapin de Noël. Vous voyez, ça peut paraître un peu triste comme histoire, mais Non, mais oui. tout était prêt. Mhm. Ils devaient descendre entre Noël et Nouvel An parce qu'ils habitent dans les Vosges. Hein. Et j'attends toujours. Mais ça, c'était l'année dernière déjà. Déjà l'année dernière, oui. Et ça s'est reproduit cette année? Oui, ça s'est reproduit cette année, oui. Mais Alors, pourquoi? je Parce peux que dire votre ex-femme ne veut pas que vous les voyiez? Eh ben, c'est pas qu'elle veut pas que je les voie, en fait, c'est elle trouve toujours une excuse, c'est la voiture qui est en panne. Ah oui, mais ça va pas, hein. Quel âge ont vos enfants? 14 ans, Oui. 12 ans et 9 ans. Oui, mais vous avez le juge là aux affaires familiales, il vous a donné un droit J'ai aussi l'autorité parentale. Oui. Donc, quand on est divorcé, si vous voulez, Caroline, je n'avais plus de logement parce qu'on a revendu la Mais je maison me souviens, oui. dans laquelle on habitait. Donc, ça fait que moi, j'ai laissé tout en plan comme ça. Donc, si on calculait ça comme abandon de domicile, c'est une amie Françoise qui m'a hébergé à cette époque. Heureusement qu'elle était là, sinon j'étais à la rue, malgré que je l'ai suis retrouvé quand même plus tard, mais pour d'autres raisons. Et normalement, je devais voir mes enfants donc chez ma maman qui a 74 ans, dans la ville où j'habite, pour recevoir les enfants au minimum une fois par mois. Ou si c'était au départ une fois tous les 15 jours, après ils ont dit vu qu'il y a de l'éloignement une fois par mois parce qu'il y avait beaucoup de kilomètres. Voilà. Mais cette année, si je les ai vus 3 fois, c'est tout le bout du monde. Est-ce que vous les avez quand même en ligne, au téléphone de temps en temps? Je les ai tous les 2-3 jours quand même. Ah, quand même. Et ça se passe bien avec eux quand vous les avez en ligne? Les échanges se passent bien? Honnêtement, les échanges, s'ils sont bien. Mais Oui. si vous voulez, mon ex-femme s'est remariée. Oui. Donc, chose qu'elle a entièrement le droit de faire. Mais ce qui on a l'impression que les enfants sont manipulés. Vous voyez, moi, le jour de la fête des pères, je sais que les auditeurs m'entendent bien, le jour de la fête des pères, quand j'ai appelé, ils m'ont dit de toute façon, c'est donc le beau-père que j'ai nommé, on l'appelle papa. Ils m'ont dit ça le jour de la fête des pères. Alors c'est difficile, ça vous a rendu triste. Difficile, ça m'a fait passer un vrai moment de cauchemardise, Ben oui. Oui, mais vous savez, au fond, c'est un peu de provocation. Comme vous dites, on leur a peut-être un peu remonté la tête avant. Voilà. Il y a eu toutes ces années où, bon, c'était compliqué, peut-être avec l'alcool, où vous pouviez pas être présent comme vous auriez pu l'être. Bon. Présent sans être présent, puisque... Oui. À partir du moment où on boit, où on n'est pas dans son état normal... C'est une façon de vous piquer un peu au vif et de vous faire réagir aussi, hein. Ouais. Finalement, mais ça arrive qu'ils me reparlent de la prison aussi, donc ça que vous leur avez manqué. Ben oui, ils y en a, ils sont adolescents là, hein, donc vous savez, ils vous loupent pas aussi, mais ça montre aussi que bon, ils attendent, ils sont en attente aussi de quelque chose de vous. Ils vous testent hein, d'une certaine façon. Est-ce que cette fois-ci, ils peuvent vous faire confiance et compter sur vous? Ah oui, pour ne pas être déçus, parce qu'ils savent bien, au fond, Thierry, que vous êtes leur père. Mais ils ont dû avoir aussi des attentes blessées, plus d'une fois. Donc, ils vous testent. Alors là, vous êtes dans un nouveau départ. Oui. Vous êtes enfin, et c'était pas simple, donc vous en avez le mérite, sevré de l'alcool. Ah oui, totalement. Bon. Oui. Donc l'alcool vous avez entraîné dans une certaine déchéance, hein, évidemment, ça a été à l'origine de beaucoup de vos problèmes. Et parce que derrière il y avait des problèmes, donc j'espère que vous continuez aussi peut-être un peu à être soutenu psychologiquement. Moi j'essaie de rencontrer que des personnes déjà que j'aime et qui ont même, il y en a eu qui ont les mêmes problèmes que moi, que j'essaye d'aider aussi malgré tout. Mais est-ce que vous êtes un peu soutenu psychologiquement, vous continuez? Oui, je vois toujours un psychologue, moi, tous les 15 jours. Voilà, ça c'est important. Hein. C'est important. Et puis vous avez ce projet dans... Pardon, mon médecin psychiatre une fois par mois et mon psychologue une fois tous les 15 jours, dans un CMP. Voilà, ça va vous aider. Je voulais rappeler par contre, Caroline, oui.
parce que j'ai entendu qu'il y avait à propos des honoraires de psychiatre, quand on arrive à certains stades de la maladie, on va dire entre guillemets, il y a une prise en charge quand même. Moi, par exemple, je suis à 100% pour ça. Et bon, je vais au CMP, je paye pas, quoi. Je paye pas, mais heureusement que j'ai le CMP parce que c'est un Oui, soutien. ben oui, bien sûr. Et puis là, vous avez un beau projet. C'est formidable hein, de créer finalement votre entreprise. Et je veux dire, vos enfants, vous allez voir Thierry, dans tout ce parcours que vous avez, arrivé à vous sevrer de l'alcool. Maintenant, ce projet d'entreprise, vous allez voir qu'après vous allez pouvoir les recevoir chez vous, ils vont être sacrément fiers de vous. Mais c'est normal, ils se disent, est-ce que là on peut lui faire confiance? Est-ce qu'on va pas être déçu une nouvelle fois et avoir mal du coup, souffrir? Donc bon, il faut vous accrocher, persévérer. C'est une sacrée belle réinsertion, Thierry. Vraiment, je suis heureuse pour vous. Et d'ailleurs, tous les auditeurs, il y a Ninon qui dit merci pour vos vœux, Thierry, et les miens en retour. Bravo pour le chemin parcouru et bon courage pour ce qui reste encore à faire. Et puis, il y a Petite Plume qui dit bonne chance à vous pour votre projet. Chapeau bas pour votre ténacité et votre persévérance. Je vous embrasse très fort. Bonne chance. Puis quand vous l'aurez vraiment, vous démarrez, rappelez-nous. On sera heureux de vous soutenir. D'accord? Bien sûr, je vous remercie, Caroline. Au revoir Thierry. Au revoir.